non, justement, notre première présentatrice, donc, qui s'appelle Anne-Catherine, qui va vous parler de comment faire du vélo ici à Sherbrooke. Donc, merci, on applaudit un petit peu, et on commence tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes. Ça me fait super plaisir d'être ici ce soir pour vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est la popularisation du vélo comme mode de transport utilitaire, et particulièrement à Sherbrooke. Je m'y suis penchée dans le cadre de ma maîtrise en gestion de l'environnement il y a déjà 2 ans de ça, donc j'ai dédié la rédaction de mon essai de fin de maîtrise à ce sujet-là. Facile d'intégrer une activité physique à la routine. Le fait de se rendre à nos activités, à nos lieux d'emploi, aux services en vélo, ben c'est vraiment une façon facile d'intégrer ça. C'est démontré que qu'une utilisation quotidienne du vélo comme mode de transport permet de réduire de 11% les risques de maladies cardiovasculaires, donc c'est quand même assez important. Ça permet aussi de réduire les émissions polluantes qui induisent le smog, qui sont dues au transport automobile. Puis ça permet aussi d'augmenter la concentration puis la productivité au travail notamment. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais dire vélo, mais je parle toujours de l'utilisation du vélo comme mode de transport utilitaire. Je ne vais pas dire tout le gros nom là, parce que ça va être lourd un peu, mais le vélo au quotidien finalement, pour se rendre à nos services et emplois. Pourquoi? Ben pour l'environnement, parce que ça permet de réduire les GES émis par nos déplacements. Quand on sait que chaque véhicule émet en moyenne 4,3 tonnes de GES par année, puis que le secteur des transports est responsable de 40% des GES au niveau provincial, donc c'est une façon de réduire les GES aussi. Pour le temps, parce que ça permet des économies de temps. Pour une distance de moins de 3 km, le vélo est compétitif à la voiture. En fait, le vélo et la marche sont optimaux sur le plan du temps, finalement. Puis, le temps qu'on passe à vélo, on n'a pas besoin de le passer au gym. Puis ça... Merci, mon public. Tu m'as déconcentré, là, mon public. Puis ça permet aussi d'être complètement indépendant en termes de temps. Tu sais, comparativement à l'auto où on va être pris dans le trafic, ben le vélo, on ne sera pas pris dans le trafic. Puis comparativement à l'autobus, ben on choisit quand on part puis quand on arrive finalement. Pour l'argent, le nôtre est celui de l'État. Donc, les ménages québécois dépensent annuellement 37 milliards de dollars pour leurs véhicules et pour l'essence, ce qui représente 20% du budget annuel des ménages, et ce qui classe la dépense des transports en deuxième priorité. Donc, on dépense plus pour se déplacer que pour se nourrir, ce qui est quand même assez impressionnant. Puis, à ces 37 milliards-là, on doit ajouter 7,6 milliards de dollars, donc à environ l'équivalent de 1 000 dollars par Québécois pour toutes les externalités de l'utilisation de l'auto, comme la congestion automobile, tous les services publics, en fait, la santé publique, la justice, tout ce qui est relié au transport automobile, finalement. Puis, l'utilisation du vélo sur une base quotidienne, ça permettrait des économies de l'ordre de 10 000 $ par personne par année. Donc, c'est impressionnant. Pour la vie de quartier, bien évidemment, c'est un mode de transport hyper inclusif parce que c'est un mode de transport peu dispendieux. Donc, ça permet à tout le monde d'en faire, puis ça permet de socialiser, de faire des rencontres. Puis, c'est aussi démontré que ça permet de réduire l'insécurité vécue dans les quartiers. Maintenant, ça, c'est un aspect que je vais aborder un petit peu moins avec vous, mais dans mon travail de recherche, j'abordais aussi beaucoup les pouvoirs et responsabilités des municipalités, finalement, à l'égard du vélo. Je peux vous mentionner rapidement que c'est la loi sur les compétences municipales qui habilite les villes à réglementer en faveur du vélo, à régir l'utilisation de leur voie publique, par exemple. Il y a aussi le code de sécurité routière pour lequel je suggère de nombreuses améliorations en faveur du vélo. Puis, il y a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui, en fait, oblige les MRC à se doter de schémas d'aménagement pour
pour l'utilisation de leur territoire, puis qui oblige les municipalités à avoir un plan d'urbanisme qui est conforme au schéma d'aménagement. C'est peut-être ça que je peux vous dire, mais je pourrais vous en parler plus amplement plus tard, à cette heure. Donc maintenant, en ce qui a trait à l'aménagement du territoire, je vais vous parler un peu des principes qui doivent diriger l'aménagement du territoire d'une ville pour favoriser l'utilisation du vélo. D'abord, on doit bien comprendre et spatialiser le territoire, c'est-à-dire d'identifier les principaux générateurs de déplacement. Fait que dans une ville, on va identifier que les gens veulent se déplacer vers l'université, vers les écoles, les garderies, les principaux pôles d'emploi. Puis à partir de cette identification-là, on va aussi identifier les principaux tronçons de déplacement. Puis c'est sur ces tronçons-là qu'on veut faire des bandes cyclables ou des pistes cyclables pour favoriser des déplacements qui soient directs. Donc, puis c'est aussi en comprenant ça, en comprenant les générateurs de transport où ils se trouvent sur le territoire, on va aussi planifier un développement immobilier qui rapproche les pôles d'emploi des habitations finalement, pour que les personnes puissent travailler puis accéder à leurs services dans un périmètre restreint pour diminuer finalement leur déplacement en kilomètres. Puis ça m'amène au point suivant. On va viser un périmètre qui est restreint, qui est mixte. Donc, dans des quartiers, on retrouve des services, des lieux d'emploi, des épiceries, des garderies, des écoles, pour que les distances soient courtes à parcourir. Puis, on veut qu'ils soient denses, évidemment. Puis, le troisième principe, c'est la réduction du stationnement automobile. Ça permet non seulement de libérer de l'espace pour densifier la ville, mais ça fait aussi un obstacle à l'utilisation de l'auto, parce que quand il n'y a pas de stationnement disponible, on trouve un moyen alternatif pour se rendre au point B. Puis la réduction du stationnement automobile, c'est possible de différentes façons. Quand c'est du stationnement qui est détenu par des privés, on peut changer le zonage. Puis quand c'est détenu par la municipalité, on peut changer la vocation à travers le plan d'urbanisme, entre autres. Il y a Martha Rosinski pour qui l'utilisation les stationnements automobiles, en fait, c'est une utilisation injustifiée de l'espace public. Donc, vous pouvez ici lire sa citation qui est assez parlante. Puis j'ai mis une image d'une serre communautaire à Montréal qui a été aménagée sur un stationnement pour montrer un peu que l'espace pourrait être mieux utilisé pour le public. Maintenant, pour l'aménagement, pour les infrastructures et aménagement urbain, je vais vous parler des objectifs qu'on va vouloir viser pour qu'ils soient vraiment favorables à l'utilisation du vélo. Mais avant ça, je vais un peu vous parler des Sherbrookois et le vélo. Donc, quelques chiffres parlant ici. On a une population qui est très active. Hein. 68% de la population a 15 à 64 ans, donc un potentiel de cyclistes grand. 50% des travailleurs habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. 81% utilisent l'auto comme mode principal de déplacement. 0,5% utilisent le vélo comme mode de déplacement. Puis, le nombre de personnes moyen par voiture, c'est 1,1. Donc, ça démontre un peu le phénomène de l'auto-solo. Ici, c'est le résultat d'une étude qui a été réalisée à Portland, un peu pour connaître à qui voulaient répondre les infrastructures cyclables en fait, ils voulaient les catégoriser pour que les infrastructures répondent vraiment aux besoins des cyclistes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le 60%, c'est des gens qui aimeraient faire du vélo, mais qui sont craintifs. Donc, c'est vraiment à ce 60%-là qu'on va vouloir répondre. Puis, pour répondre aux besoins de sécurité, c'est un des premiers objectifs qu'on va vouloir viser avec les infrastructures et aménagements urbains, la sécurité. Puis le 32%, c'est des gens qui, peu importe, n'ont juste pas d'intérêt envers le vélo. Le 1%, c'est des gens qui feraient du vélo, peu importe le type d'aménagement. C'est des Marie-Josée Laforge.
Non, peu importe le type d'aménagement. C'est pas vrai, elle aime mieux les bandes cyclables, mais c'était pour dire qu'elle était une guerrière. Donc, le premier objectif, c'est la sécurité. Il y a différentes façons de favoriser la sécurité, que ce soit par des bandes cyclables sécurisées et avec des bandes cyclables qui prévoient aussi une zone tampon, comme on voit ici sur l'image, pour diminuer les risques d'emportiérage. On veut diminuer la vitesse, modérer la circulation, donc diminuer la vitesse sur les rues. On peut le faire de différentes façons, avec des dome down, en diminuant le champ de vision. On peut vouloir aussi diminuer le débit d'auto, donc le nombre de personnes qui passent sur une artère dans un temps donné. Puis ça, on va le faire en créant, par exemple, des sens uniques, en revoyant la géométrie des rues. À ce sujet-là, j'ajouterais peut-être qu'à Sherbrooke, j'ai d'ailleurs oublié un de mes punchs, c'était dans les chiffres, je voulais dire qu'il y avait comme 1 million de côtes à Sherbrooke. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'à Sherbrooke, il faut vraiment tenir compte de ça, l'aspect sécuritaire, en montant comme en descendant. Les bandes cyclables doivent être plus larges pour permettre aux gens de zigzaguer. Elles doivent être mieux sécurisées parce que ça crée vraiment un sentiment de vertige quand on descend une côte. Donc, il faut vraiment en tenir compte du relief dans tous nos aménagements. Si j'avais autre chose à dire par rapport à la sécurité, c'est démontrer aussi que c'est plus probant de diminuer la vitesse par d'autres mesures que par des limites de vitesse en termes de chiffres, là, des zones à 50 km/h ou à 30 km/h. On est mieux d'y aller avec d'autres, avec du mobilier urbain, avec la diminution du champ de vision, comme je disais, avec des arbres. C'est plus effectif finalement. Puis le deuxième objectif qu'on veut viser avec les infrastructures et aménagements urbains, c'est la rapidité des infrastructures. On veut utiliser le vélo comme mode de transport utilitaire, on veut que ce soit efficace, on veut que ce soit compétitif à l'utilisation de l'auto. Donc, les trajets doivent être directs, continus, ça c'est un des gros enjeux à Sherbrooke, et ils doivent favoriser un cocktail de transport. Donc, direct, ça veut dire pas de détour, ça veut dire qui nous permettent vraiment d'aller du point A au point B. Puis comme je le disais plus tôt, c'est quand on identifie les tronçons prioritaires de déplacement, c'est parce qu'on veut justement mettre des bandes cyclables sur les artères principales. Ça va dans le continu, mais ça, c'est on ne veut pas de piste discontinue finalement. Donc, quand une piste s'arrête, là, finalement, il faut aller plus loin pour la reprendre. Puis, on veut aussi des aménagements qui soient toujours la même chose pour que les cyclistes sachent bien se retrouver sur les pistes. Donc, si c'est une unidirectionnelle, on veut qu'elle continue en unidirectionnelle. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi, je conseille des pistes plutôt unidirectionnelles, justement pour pas que les cyclistes aient à traverser des intersections. Quand on sait que 30% des accidents se passent à des intersections, on veut vraiment les sécuriser. Puis favoriser le cocktail de transport, c'est que justement, vu l'étalement urbain, comme par exemple ici à Sherbrooke, il y a certaines personnes pour qui ça va être trop loin de faire le déplacement en vélo. Mais si les pistes cyclables sont connectées à des stationnements incitatifs ou à des stations de transport en commun, on peut se rendre à la station de transport en commun en vélo, l'embarquer sur l'autobus, puis continuer son trajet. Donc, c'est un des objectifs qu'on veut viser avec les infrastructures. Puis finalement, les moyens sociopolitiques, je vous ai mis le plus beau vélo électrique que j'ai trouvé. C'était juste pour dire rapidement que c'est des programmes qui peuvent être mis en place par la municipalité, comme par exemple des incitatifs à l'achat de vélos électriques, ce qui est particulièrement pertinent ici à Sherbrooke avec les côtes qu'on connaît. Donc, et voilà la synthèse des recommandations. Donc, on veut rapprocher les commerces des services et des habitations et vice-versa. On veut un peu moins de stationnement automobile pour plus d'espace public. À Sherbrooke, il y a de la côte. C'est un petit on veut des aménagements pour tous, donc pour tous et toutes, autant les personnes âgées que les familles que les cyclistes aguerris.
On veut viser la quantité, mais surtout la continuité des bandes cyclables, des infrastructures cyclables. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est démontré que c'est pas tant le nombre de kilomètres de pistes, mais la continuité qui a vraiment un impact réel sur l'utilisation du vélo. Puis finalement, ben, mon essai s'adressait aux municipalités, mais c'est en fait, le message c'était pour les municipalités de ne pas attendre que le nombre de cyclistes soit assez grand pour mettre en place des infrastructures, parce que le nombre de cyclistes va vraiment aller en augmentant si les infrastructures sont sécuritaires, sont attrayantes. Puis ben, les citoyens, ben, emprochez vos selles, puis j'aimerais ça vous revoir sur les bancs cyclables. Et c'est comme hiver. Allô. Voilà, c'était merveilleux, merci. Merci. Donc, il faut juste dire qu'elle a été très modeste, parce qu'il faut dire que dans sa maîtrise, elle s'est penchée sur les facteurs urbanistiques, législatifs, réglementaires et sociopolitiques pour pouvoir mettre tout en place. Donc, quand même, ça a été un gros travail, et là, je pense qu'elle a bien vulgarisé. Bon, tout le monde est capable de me voir? Oui. Ça, c'est les micros des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez venir ici. On a à peu près 10 minutes. Soyez pas timides. Un programme comme Bixi, ici à Sherbrooke, oui, c'est tout à fait envisageable. Pourquoi on n'en a pas? Je pense que c'est en développement. Il y a eu un projet pilote l'été dernier de vélo électrique en libre service. Puis c'est un projet pilote en fait pour connaître l'intérêt des citoyens, mais je pense que c'est en développement. Ça ne serait pas nécessairement Bixi, mais c'est un service de vélo libre service. Et développement, quoi, une année, tout ça, on parle? L'année passée, il y a eu, c'est ça, je pense qu'il y avait une flotte d'une vingtaine de vélos, si je ne me trompe pas. Puis le projet, c'était d'en avoir 400 sur le territoire. Je pense pas que ça va être pour cet été, mais je pense que c'est peut-être pour l'été prochain. On n'en a pas vraiment parlé, mais mettons, moi, ça fait quelques années que je fais du vélo, mais j'en fais pas l'hiver, puis je commence à prendre goût avec ça, mais je sais pas comment ça marche, comme l'hiver, les routes sont plus dégueu, puis les enjeux de sécurité aussi. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça pour ceux qui sont intéressés à ça, mais qui ne sont pas encore lancés. On pourrait se prendre une bonne bière sur l'utilisation du vélo en hiver. C'est sûr qu'il y a comme plein de détails techniques, mais tu sais, moi, ce que j'abordais au niveau des municipalités, c'est de, tu sais, il y a beaucoup de bandes cyclables qui deviennent des espaces de stationnement en hiver. Puis je me dis, puis c'était appuyé par la recherche, mais tu sais, si ces espaces, si les gens trouvent preneur trouvent de l'espace pour stationner leur auto en été, pourquoi ils ont besoin de ces espaces-là en hiver. Donc, une des mesures qui pourrait être adoptée par la ville, c'est de laisser les bandes cyclables l'hiver, dans le fond. Est-ce que c'est clair? C'est clair, ouais. Puis la ville de Drummondville, en fait, vient juste d'adopter justement une politique en ce sens-là. Elle va laisser les bandes cyclables, des bandes cyclables et non des espaces de stationnement, au moins jusqu'au 15 décembre. Fait que ça allonge déjà la saison, ce qui est une bonne chose. Puis, je sais pas c'est quoi ton nom. Dominique, il y a aussi la coop de vélo, la Déraille, qui a des formations sur le vélo d'hiver. Merci pour ta présentation. Je voulais juste savoir quelle avait été la réponse de la ville de Sherbrooke par rapport à ton mémoire, comment ça a été reçu. Je ne l'ai pas présenté, disons, au conseil municipal ou sous cette forme-là. Par contre, j'organise la randonnée des élus depuis 2 ans, qui est une randonnée à vélo avec les élus, puis on fait aussi maintenant la randonnée des fonctionnaires. Donc, on monte les infrastructures recyclables aux élus et aux fonctionnaires pour montrer un peu les déficiences, finalement. C'est sûr que j'intègre plein d'éléments de mon travail de recherche là-dedans, puis la réponse est super bonne. J'organise ça en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Puis aussi, en fait, en ce moment, la ville est à revoir son PDMI ou PDMI, je pense que c'est le plan de mobilité durable intégrée. Puis je les ai rencontrés pour leur présenter finalement mes recommandations, puis ils étaient super ouverts. Je pense
pense qu'ils vont s'en servir. J'espère que ça ne sera pas tabou. Les avantages de la précision. Merci beaucoup pour votre écoute et vos hochements de tête. Donc, avant qu'on me fasse plus de yeux et qu'on me dise est-ce que tu as oublié un truc? Non, je n'ai pas oublié un truc, ok? Je suis un peu comme YouTube, j'aime bien mettre les choses en milieu et les mouvements, on ne les attend pas. Donc, un petit message du Rexus, donc on reçoit Charlie, c'est ça, qui va vous dire quelque chose. Bonjour tout le monde. Premièrement, c'était vraiment intéressant la première présentation sur le vélo. Donc, moi-même, je suis un cycliste. En fait, j'essaie d'être un cycliste à Sherbrooke, et puis c'est pas toujours facile. Je fais définitivement partie du 60% des personnes qui, des fois, se sentent un peu insécures. Donc, ici, en fait, on a une petite vidéo ici en background. Donc, c'est une vidéo qui a été faite par nous au Rexus. En fait, précisément par le comité de la promotion de la science qui était pour vulgariser le vaccin. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait au Rexus pour la promotion de la science vis-à-vis le comité de promotion de la science. D'ailleurs, d'emblée, je lance une petite invitation, c'est des gens qui sont intéressés, donc comme ici aujourd'hui, beaucoup de personnes scientifiques et des personnes intéressées par le domaine de la science, j'imagine, si vous êtes au Bistro Brain aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui sont intéressés, donc on participe à plusieurs activités, dont Eureka, comme à Montréal, donc de vulgarisation scientifique, dans les écoles, à l'université, donc vraiment, pour faire rayonner la science un petit peu partout, les étudiants aussi, etc. Donc, si ça vous intéresse, on a toujours besoin de bénévoles, de bonnes idées, n'hésitez pas à nous écrire aussi. L'adresse et tout ça, c'est disponible sur notre site internet, donc Rexus, sur Google, vous allez trouver assez facilement. Et puis finalement, pour finir, on est super heureux de participer avec le Bistro Brain, puis dans le fond, de parrainer un peu, puis de commencer aujourd'hui l'événement. Donc pour nous, c'est un réel plaisir de le faire, de toujours avec comme la belle gang du Bistro Brain, donc c'est toujours super intéressant de le faire. Puis, si, comme ça, des questions, des idées, je disais, ou si jamais vous voulez vous impliquer, n'hésitez genre pas, on cherche toujours des bras pour nous aider avec la vulgarisation et ces choses-là. Donc, voilà, merci beaucoup, puis bon Bistro Brain pour Jean-Paul Clément. Notre prochaine présentatrice s'appelle Vanessa Di Battista. Donc, je dois vous lire quelque chose que j'ai trouvé super charmant. La description que nous avons. Bon, elle appartient au département de génie civil de l'UQAM. Elle croit que la recherche est une aventure. Elle a le but de voyager à tous les continents. Oh, moi, je trouve trop bien. Donc, si jamais vous avez une collaboration à faire avec elle en Asie ou quelque chose, n'hésitez pas. Elle va nous parler des géosynthétiques et leur rôle dans la protection de l'environnement. Tout à fait. Salut, et aujourd'hui, je vais vous présenter de mon projet de recherche de mon PhD qui est arrivé en Antarctique avec les géosynthétiques. C'était une étude de terrain. Et aujourd'hui, je vais commencer avec répondre à la question qu'est-ce que c'est les géosynthétiques. Et donc, je vais vous dire que les usages pour les géosynthétiques et finalement, je vais présenter quelques conclusions de mon recherche. Oh, désolé. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est les géosynthétiques? Si vous avez promené autour de lac de Nation, peut-être vous avez vu les petits paniers avec les roches à côté du chemin. Ça, c'est une forme de géosynthétique pour stabiliser le sol, mais aussi on peut utiliser les géosynthétiques pour la filtration, pour séparer les couches de sol et finalement pour empêcher le transport des contaminants. Et celui est mon œuvre de recherche et empêcher le transport des contaminants utilisant les revêtements d'argile géosynthétique. Et je vais utiliser l'acronyme GCL pendant cette présentation. Peut-être tu te pensais qu'est-ce que c'est une GCL? Puis,
C'est une couche d'argile et un type spécial d'argile s'appelle le bentonite qui gonfle quand il est hydraté. Et l'argile est entre deux géotextiles. Et une bonne manière de penser de les GCL est un tapis d'argile. Ça, c'est une GCL et c'est un tapis d'argile. Et on utilise pour protéger l'environnement à l'extérieur du sol contaminé, des enfouissements ou des résidus miniers dans un barrage. Et si il y a le sol contaminé, les déchets, le concern est le transport des contaminants au l'environnement. Mais si on a ajouté une doubleur avec une GCL, on peut diminuer le transport des contaminants et garder l'environnement propre. Ok, c'est une petite course des GCL. Maintenant, je vais parler de mon projet. Mon projet est arrivé à Casey Station en Antarctique. Malheureusement, il y avait beaucoup de déversements du carburant diesel à Casey Station parce que c'est une station tellement loin de la civilisation et il faut stocker tout le carburant de diesel une fois par année. Et la Casey Station utilise plus de 1 million de litres de carburant par année et malheureusement, le déversement des réservoirs est arrivé. Et en accord avec les traités antarctiques pour protéger l'environnement, il faut remédier le sol et enlever les contaminants et enlever les impacts humains du sol. Et mon équipe a utilisé les biopiles où le sol contaminé est mis pour remédier avec les micro-organismes et ont utilisé les GCL pour protéger l'environnement pendant le sol remédié. Mon projet spécifiquement était une plate d'essai pour surveiller la hydratation du GCL. Et le GCL, il faut hydrater pour la meilleure performance. Mais l'environnement de l'Antarctique est tellement sec et il est tellement froid. Et ces conditions pourraient impacter la performance du géosynthétique et surveiller la performance était mon but de recherche. J'ai eu la question de recherche, comment est-ce que l'environnement de l'Antarctique impacte la performance des GCL? Et j'ai 3 objectifs. Le premier était surveiller la hydratation. Le deuxième était identifier les impacts des gradations de sol. Et finalement, surveiller l'autocyclisation d'argile. Parce que j'ai dit que le bentonite gonflait quand il était hydraté et l'argile a le potentiel de autocycliser les trucs. C'est une bonne chose de le bentonite, mais peut-être il serait impacté par l'environnement. Premièrement, on utilise les rayons X pour surveiller la hydratation. On a exhumé les GCL de notre... J'ai exhumé les GCL de mon plate d'essai et j'ai pris les images du rayon X. Et tu peux voir qu'il y a les petits
fils noirs dans l'image. Ça, c'est les fractures parce que le ténère en eau est très faible. Ici, le ténère en eau était 23%. Mais si le ténère en eau a augmenté, les petites fractures ont disparu un petit peu. Cependant, quand le ténère en eau a diminué encore, les fractures ont réapparu et ils sont restés pendant le reste d'été. Ça, c'est le premier bout et regarde ce phénomène de hydratation. La prochaine est regarder les impacts des dégradations du sol. On a utilisé deux types de sol dans notre plot d'essai. On a utilisé un sol pas criblé, c'est le sol naturel aux stations. Et on a utilisé un sol criblé où les grandes roches étaient enlevées avant de mettre le GCL. Et on a exhumé nos spécimens et on a vu qu'il y a les grandes indentations au GCL dessus le sol pas criblé. On peut voir les zones noires qui indiquent les indentations et le moins bentonite dans le GCL et ces zones noires est dans la même place que les grandes indentations. Néanmoins, le sol criblé n'a pas les mêmes autant grandes indentations au GCL. Et le concern avec les indentations est avec le temps, les indentations pourraient devenir les trous et un chemin pour la contamination. Troisième, on aurait voulu de voir l'autocyclisation des GCL. On a exhumé les spécimens, on a marqué qu'il y a des fractures et on a voulu de savoir si les fractures auraient autocicatrisé. On a infiltré avec l'eau et on a vu que les fractures ont disparu grâce à l'autocicatrisation et le gonflement d'argile. Et c'était une bonne chose parce que il a signifié que l'environnement tellement extrême ne impacte pas les propriétés d'argile. Et j'ai trois petites conclusions de mon livre. Le premier était on a pu de voir le processus d'hydratation pendant l'été. Normalement, on a construit les choses avec les GCL et c'est ça. Il n'était pas possible de voir la hydratation pendant la vie en service de GCL. Le deuxième était que la gradation du sol a un grand impact sur la performance long terme du GCL à cause des indentations. Et finalement, on a remarqué que l'autocicatrisation des GCL n'est pas impactée par l'environnement tellement extrême. Merci. Tout d'abord, Vanessa, merci beaucoup. Je t'appelle vraiment remercier parce qu'il faut avoir du courage pour vulgariser ça. Je pense que ça n'a pas été facile. Et encore, en français, une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Courage. Merci. Merci d'être ici.
Et donc, apparemment, vous êtes un public très enthousiaste parce que j'ai dû arrêter des gens de poser des questions. Donc, oui, il faut venir. Donc, je vois déjà qu'il y a une. Mais levez la main, je vais vous donner la parole. Vous êtes comme ça comme partout, mais tu es déjà là. Merci Inès pour ta présentation. Je voulais savoir, dans les lieux d'enfouissement technique au Québec, au Canada, c'est des GCL qu'il y a dans les nouvelles cellules d'enfouissement? Oui, les GCL, il y a beaucoup de manières de construire une doubleur pour les enfouissements, mais les GCL est tellement commun parce qu'il n'exige pas beaucoup de travaux avec les grandes, il ne faut pas quarry le sol. C'est vraiment une solution de grab and go. Pas vraiment simple comme ça, mais il donne les GCL donnent et les géosynthétiques donnent les options avec les terrains pas exactement parfaits pour les doubleurs. So, beaucoup de doubleurs en Canada, au Canada, aux États-Unis, en Europe, utilisent les géosyntiques et précisément les GCL. Merci. Allô. Mais je me demandais en fait, c'était quoi la durée de vie d'un GCL? Est-ce que c'est une utilisation, puis après, qu'est-ce que vous faites avec? Les GCL, le vie en service, on veut utiliser le vie en service d'un GCL et le vie de service d'un enfouissement, de l'œuvre qu'il protège. Puis, on dit que les GCL, les géosyntiques devraient durer pendant plus de 100 ans, plus de 200 ans. C'est vraiment long, mais il y a beaucoup de recherches exactement comment exactement les conditions de l'enfouissement vont impacter, mais notre régulation exige que les géosynthétiques durent tellement longtemps. Merci. Pas plus de questions? Non, c'est bon? Bon, merci Vanessa. Donc, notre prochaine présentatrice, c'est l'exemple parfait de qu'il ne faut pas avoir des lunettes pour être un bon scientifique. Donc, elle s'appelle Elisabeth Cazot. Elle est étudiante à la maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Donc, elle est apicultrice et passionnée de pollinisateurs. Donc, est-ce que je l'ai déjà là? Il me faut mon écran. Ah, voilà. Donc, petite description, elle va nous parler du déclin des pollinisateurs et de la biodiversité au quotidien. Donc, Elisabeth, c'est à toi. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Elisabeth. Comme il a dit, je suis étudiante à la maîtrise en gestion de l'environnement et je suis biologiste. Aujourd'hui, je vais vous parler de biodiversité, mais pour que ce soit le fun, je pense. Je ne parlerai pas trop de ce que je fais en recherche précisément, mais si vous avez des questions sur ma démarche méthodologique, si jamais vous êtes passionné par la méthodologie, vous pourrez venir me parler après la conférence. Donc, pour qu'on ait tous les mêmes bases, je vais commencer par une définition. Donc, la biodiversité, c'est l'ensemble des organismes vivants dans un écosystème. Là, une définition dans laquelle on retrouve des mots qui demandent des définitions, c'est pas nécessairement la meilleure définition, mais quand même, je vais vous parler plus des organismes vivants et des écosystèmes pour que ce soit plus clair. Donc, organismes vivants, on pourrait penser à ceux-là. Donc là, avec une photo de chat et de chien, maintenant on voit tous de quoi on parle, mais il n'y a pas juste ces animaux-là dans la vie. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, quand on parle d'organismes vivants, on parle, oui, des animaux, mais aussi des plantes, des champignons, les bactéries, archées, protistes, qui sont des trucs vraiment rikiki qu'on voit pas, mais qui existent et qui sont vivants. Donc, tout au long de la présentation, c'est vraiment de l'ensemble des organismes vivants de la planète que je parle, mais pas juste des différentes espèces de chiens qui existent. Nos écosystèmes, donc là, c'est
tous les organismes vivants vivent dans des écosystèmes. C'est leur maison. C'est notre maison à nous aussi, nos écosystèmes. Ceux qu'on connaît ici, on a le Mont Bellevue, l'université, du gazon, qui est un écosystème proche de nous. Mais évidemment, il n'y a pas juste ceux-là qui existent, il y en a vraiment plusieurs autres. Les forêts, les déserts, les océans, les milieux humides, les friches. Donc, encore une fois, quand je parle d'écosystèmes, c'est tous les écosystèmes qui existent, pas juste ceux qu'on connaît, qu'on a proche de soi. Donc, garder l'esprit ouvert, la biodiversité, c'est tout ce qu'on connaît, mais aussi ce qu'on ne connaît pas, puisque à travers le monde. Donc, la biodiversité, c'est d'avoir plusieurs organismes dans un écosystème donné. Et ce que ça fait, ça permet une stabilité à nos écosystèmes. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que la biodiversité nous apporte des avantages, sinon on n'en parlerait pas tant que ça. Et donc, ici à gauche, on a un écosystème dit pauvre, donc avec une faible biodiversité. On va retrouver quelques espèces seulement, comme par exemple le gazon, un exemple d'écosystème pauvre dans lequel on va trouver des espèces qui vont avoir un rôle à jouer, un objectif. Comme nous, dans nos sociétés, on a des métiers, des rôles qu'on joue, mais c'est la même chose dans les écosystèmes, c'est juste que les autres vont pas à l'école pour décider ce qu'ils vont faire. C'est ça qui est ça. Comme le détritivore, qui est un qu'on connaît souvent, le code du ver de terre qui va transformer nos matières organiques, les matières en matière organique, comme le sol. Ici, dans notre écosystème pauvre, on aurait seulement le ver de terre qui le fait, alors que dans un écosystème riche où on aurait une grande biodiversité, puis on aurait aussi coléoptères, d'autres vers, d'autres espèces qui vont aussi avoir un rôle semblable. Donc, pas exactement la même chose, mais des rôles qui se ressemblent, et on retrouve la même chose aussi dans les producteurs primaires, les consommateurs. Nous, on se retrouve du côté des consommateurs dans un écosystème. Donc ici, on va représenter l'écosystème par une table. Donc la table écosystème, à gauche, c'est notre écosystème riche. Chaque espèce va avoir une patte à la table. Donc on voit à gauche qu'il y a beaucoup de pattes. Si jamais une espèce disparaît ou se déplace dans un autre écosystème, on va retirer la patte, mais la table va encore tenir. Comme on sait, ça prend normalement 1 à 4 pattes pour qu'une table tienne. Mais on voit dans l'écosystème pauvre où, par exemple, on aurait seulement 3 espèces. Si on a une qui disparaît, ça cause un très grand déséquilibre et l'écosystème pourrait tomber, serait plus capable de se maintenir. Donc, pourquoi est-ce que les espèces disparaissent? Donc, ça arrive, là, la table écosystème qui tombe sur le côté, on le vit. Il y a 5 causes majeures à travers le monde qui expliquent la perte de la biodiversité. La première, c'est le changement d'usage de nos terres. Donc, cas classique, une forêt, on va couper des arbres, minéraliser les sols pour y mettre des habitations. Donc, les espèces dans la nature, on va avoir clairement moins de milieux de vie pour vivre. Nous, on en a plus, mais toutes les autres en ont moins. La deuxième cause, c'est l'exploitation directe de nos ressources, l'exploitation de la forêt, la pêche, toutes ces choses-là. Ensuite, on a les changements climatiques. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, qui est le dérèglement de notre climat qui influence nos espèces, la pollution de l'air, de l'eau, mais aussi la pollution lumineuse, la pollution avec nos sons qu'on aimait beaucoup, et la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est des espèces qu'on propage des fois malgré nous, juste parce qu'on la trouve donc bien jolie, la petite fleur qui vient du sud, donc on va la mettre dans nos plates-bandes. Mais là, cette plante-là va souvent être capable de progresser rapidement dans notre milieu et combattre nos espèces indigènes et donc se propager vraiment rapidement. Avec ces 5 causes-là qu'on retrouve à travers le monde, il existe un déclin de la biodiversité. J'ai pas besoin de démontrer ça, là, mon essai n'est pas là-dessus. Ça a été démontré, c'est suivi notamment par WWF, qui est un projet qui suit la biodiversité à travers le monde. C'est très, très intéressant. Ils font de la vulgarisation. Vous pouvez voir ce qu'ils font sur Internet. On voit ici un graphique. C'est mon seul graphique scientifique de la soirée. On voit l'IIB, qui est l'indice d'intégrité biologique à travers le monde. Donc, la courbe en bleu foncé, c'est la courbe pour toute l'humanité, tout le monde. On peut voir que la biodiversité, clairement, c'est une pente vers le bas. Donc, ça descend d'année en année. En ce moment, on a un indice d'intégrité. Ça veut dire, grosso modo, l'état de la biodiversité dans nos écosystèmes. Est-ce qu'on a beaucoup de biodiversité ou alors est-ce qu'on en a plus ou moins?
en ce moment, notre indice, notre note à l'examen de la biodiversité, c'est 79%, alors que notre note devrait être de 90% pour que nos écosystèmes soient assez en santé pour fonctionner et nous permettent à nous, les humains, d'avoir des avantages de ça. Parce que souvent, quand on parle d'environnement, ça revient à nous. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ces sujets-là, pour qu'on soit capable de survivre. Donc, il faudrait que ce soit vraiment plus. Pourquoi est-ce qu'on veut protéger nos écosystèmes, la biodiversité? C'est parce qu'ils nous fournissent des services écosystémiques. Ça, c'est le mot-clé. Si vous voulez juste vous rappeler de ce mot-là, je vais être contente. Donc, services écosystémiques, il y en a de toutes sortes. Les classiques dont on entend souvent parler, on peut avoir la pollinisation par nos amis, les pollinisateurs, qui nous permettent de manger des fruits et des légumes. Et toute la régulation de l'eau, de l'air, ils soutiennent nos sols. Et, il y a vraiment beaucoup de choses que les écosystèmes font pour nous gratuitement. Et ça, c'est un grand avantage pour nous. Et j'avais lu un article récemment qui disait que la pollinisation vaut environ 250 milliards de dollars par année dans le monde. Et que si les pollinisateurs disparaissaient, ce qui arrive déjà en Chine, dans certaines régions de la Chine, il n'y en a plus. Et là, ils engagent des gens pour qu'avec comme une petite brosse, ils pollinisent à la main toutes les fleurs. Alors, je sais pas qui ici voudrait faire ça, mais si jamais dans le monde, il fallait payer tout le monde pour qu'on puisse polliniser nos plantes, il n'existerait pas assez d'argent pour payer le monde. Fait que ça, c'est juste pour la pollinisation. Il y a tous ces services-là qu'il faudrait payer pour. Ça n'irait vraiment pas bien. Donc, vaut mieux commencer à travailler là-dessus dès maintenant. Les forêts, la biodiversité nous offre aussi des services pour la lutte au changement climatique. Donc, la lutte au changement climatique, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler dans le domaine environnemental. C'est souvent là-dessus qu'on va parler quand on veut parler de la lutte écologique. Mais de plus en plus, notamment avec le récent rapport du GIEC et de l'IPBES, qui sont des organismes intergouvernementaux qui s'intéressent à ces sujets-là, disent que maintenant, il faut vraiment les considérer ensemble. En agissant pour la biodiversité, on aide à contrer les changements climatiques et vice-versa. Donc ici, un beau graphique qui l'explique que les forêts, et là, il y a plein d'études scientifiques là-dessus, mais je vais le résumer en une phrase. Là, les forêts qui ont plusieurs espèces d'arbres, qui vont avoir une grande biodiversité, vont pouvoir plus facilement capter le carbone dans la forêt. Et la captation de carbone, ça permet d'atténuer les effets des changements climatiques. Donc, plus d'arbres différents, plus de captation, moins d'effets des changements climatiques. Donc, il faut garder en tête que ces deux concepts vraiment interreliés. Donc, la biodiversité, c'est un problème mondial. On en parle notamment dans les institutions gouvernementales, mais on en parle aussi beaucoup dans les universités. Et c'est là que mon projet, moi, de maîtrise se positionne. Il y a plusieurs universités, comme l'Université de Montréal, Cambridge, Poitiers, l'Université de Montpellier, qui font des plans d'action en biodiversité pour agir concrètement, vu que les universités sont un endroit où le savoir, les expériences peuvent naître, et c'est un bon incubateur pour pouvoir démontrer, par exemple, aux villes ou au gouvernement que c'est possible d'agir dans nos communautés pour aider les différentes causes. Donc, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais proposer à l'Université de Sherbrooke d'adopter un plan d'action en biodiversité pour pouvoir poser des actions concrètes pour participer à ça. Donc là, je suis encore en train de le faire. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner concrètement avec l'université, mais je vais vous montrer quelques idées qui peuvent être faites dans des universités. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Vous venez me parler après pour me dire si vous avez des idées d'action ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste quelques actions que je vous propose aujourd'hui. Ah oui, voilà. Je vais esquiver ma diapo. Mais voilà, à l'université, quand je parle de l'université, là, on parle vraiment de nos 3 campus. Donc, il y a le campus principal ici, il y a la FMSS, la faculté de médecine, plus loin à Sherbrooke, on a le campus de Longueuil. L'université possède aussi environ 80% de la réserve naturelle de Mont-Bellevue. Et on a aussi le parc écoforestier de Johnville, qui sont des endroits fabuleux à visiter. Donc, quelques idées. On pourrait transformer notre gazon, comme je disais tantôt, qui est un écosystème pauvre, en friche entretenue. Donc, en mettant des fleurs, puis c'est pas obligé d'avoir juste l'air de n'importe quoi. On peut, comme ici, faire des sentiers à travers nos friches pour pouvoir se déplacer, puis que ça soit joli, parce que les fleurs, c'est joli. On pourrait avoir un jardin botanique sur le campus. Donc ça se fait déjà. À Montpellier, à l'Université de Poitiers, ils ont des jardins botaniques directement sur leur campus.
Pourquoi pas, hein? Moi, je trouve ça complètement ça. On pourrait créer un corridor écologique. Donc là, c'est des grandes actions, mais bon, on voit grand. Tout est possible. Et ça a notamment été fait par l'Université de Montréal, qui est une université très près de nous. Et ça n'a pas été fait à l'autre bout du monde. C'est possible ici même au Québec. Ça s'appelle le corridor écologique d'Arlington. Un corridor écologique, le principe, c'est de faire comme un buffer, là, un sentier qui va suivre un trajet que les espèces vont suivre. Souvent, ça va suivre un cours d'eau. Par exemple, ici à l'Université de Sherbrooke, c'est un ruisseau qui connecte le Mont Bellevue jusqu'à la rivière. Donc, ça pourrait être un corridor qui suit le ruisseau puis qui permet aux animaux de progresser d'un écosystème à l'autre parce qu'ils ne savent pas tout voler. Les animaux qui ne volent pas ont besoin de corridors pour pouvoir se déplacer. On peut aussi miser sur la science participative et là, c'est là que vous entrez en jeu. Ça serait possible, par exemple, à l'université, on ne sait pas vraiment quelles espèces sont sur nos campus. Donc là, ça pourrait être à tout le monde, ici, que vous soyez étudiant ou non. Vous pourriez participer, voir, OK, ben cet arbre-là, je sais c'est quoi, puis là, remplir des formulaires qu'on pourrait créer pour que tout le monde puisse participer à nos identifications d'espèces. On peut intégrer des nichoirs, notamment pour les pollinisateurs, les chauves-souris. Là, je passe rapidement parce qu'on m'indique que j'ai fini, mais vous, dans votre quotidien, vous pouvez aussi aider pour ça. Les pollinisateurs leur mettent des nichoirs, mettre des fleurs dans vos aménagements. Vous pouvez aussi pas enlever vos pissenlits. Donc là, c'est une mini parenthèse parce que c'est pile le moment d'en parler. Bientôt, ils vont pousser en avril-mai. Si vous les voyez, s'il vous plaît, ne les enlevez pas. C'est un mouvement mondial. C'est pas moi qui invente ça aujourd'hui. Mais si jamais vous avez envie de participer, ça s'appelle le No Mow May. C'est de pas du tout intervenir sur vos espaces verts, laisser le gazon pousser, laisser les fleurs pousser pour nos pollinisateurs qui ont besoin de cette nourriture-là parce que c'est les premières fleurs à montrer le bout de leur nez. Donc, si jamais vous avez envie de faire ça, c'est quelque chose de très simple à faire qui va avoir un grand impact dans nos écosystèmes locaux. Donc, si jamais vous avez envie de lire des affaires intéressantes, je vous propose ces lectures de chevet. Un livre de vulgarisation sur Darwin et sa recherche des espèces, un livre sur la biodiversité vulgarisé par Hubert Reeves et le rapport Planète Vivante par WWF qui est réalisé chaque année. Si vous voulez suivre notre IIB, notre indice d'intégrité biologique, voir si notre note s'améliore, c'est dans ce rapport-là que ça va se retrouver. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'ai été quand même claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais voilà. Elisa, merveilleux. Donc, voilà, vous savez comment ça marche. Hein? Wow. Salut, je m'appelle Amélie, je travaille au Théâtre des Petites Lanternes. Je vais faire un petit peu de pub, mais en même temps, je trouve que ce que tu as dit, ça fait partie d'une initiative qu'on a. Fait que, en ce moment, on est en train de cartographier la ville de Sherbrooke pour délimiter les espaces verts et les espaces artistiques pour qu'il y en ait plus, puis que l'art et la nature mergent un peu ensemble. Puis, on a un événement gratuit la semaine prochaine, le 21-22. On veut du monde de plusieurs parties de la ville de Sherbrooke. Fait que je sais pas si vous venez d'ailleurs du centre-ville, mais ce serait vraiment nice de vous inscrire. Aider, genre, à faire l'idéation de où, justement, se trouvent nos espaces verts pour qu'on puisse, genre, les apprécier encore plus dans la ville. Fait que si vous allez sur la page du Théâtre des Petites Lanternes, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement. C'est ça. Très cool! Merci Elisabeth, excellent coup de jour. Par rapport à l'indice de biointégrité, tu disais qu'on était à 79%. Ouais. À quel niveau on commence à parler d'une catastrophe écologique? À quel niveau c'est critique? Et c'est quoi l'élasticité de cet indice? C'est quoi l'élasticité? Et c'est quoi le niveau de récupération? Est-ce qu'on récupère 1% par année, par 10 ans? Oui, alors je vais répéter la question. Alors, l'indice d'intégrité biologique, l'IB, le seul aspect scientifique dont j'ai parlé, Jorge, c'est là-dessus que je pose la question, bien évidemment. Donc, la question, c'est de savoir, là, j'ai dit que 79% c'est ce qu'on est en ce moment, 90% c'est ce qu'on voudrait avoir pour avoir un écosystème sain, mais c'est quoi le pourcentage pour dire qu'on est vraiment dans le caca? J'ai pas lu
J'ai pas vu nulle part qui disait à 60%, c'est le chaos, on quitte la Terre. Mais je pense que c'est aussi parce qu'en ce moment, les organisations mondiales qui travaillent sur la biodiversité sont pas nécessairement prêtes à statuer sur le moment. À partir du moment où on statue qu'à 60%, c'est là que ça va mal, on va attendre jusqu'à 60% pour agir. Je pense que c'est mieux de pas le statuer. Puis dès maintenant, on est en bas de 90%, c'est maintenant le temps d'agir. Peut-être pour ceux qui n'ont pas dit de pourcentage précis, mais je ne sais pas non plus c'est quoi notre pourcentage de récupération. Ici, on a déjà récupéré depuis les dernières années. Là, et je pense que c'est quand même aussi récent ce calcul-là, mais je vais vérifier, voir juste sur le rapport Planète Vivante. L'année passée, c'était combien? L'année d'avant, c'était combien? J'espère pas découvrir que à chaque année, on baisse de comme 3%, ça serait triste. Mais je te reviendrai avec cette réponse. Salut, merci pour la présentation et pour ce que tu fais. Juste pour nous informer un peu plus, moi je suis agriculteur et je pratique des techniques d'agriculture durable, donc sans labour, semi-direct, parce qu'on plante dans la prairie. Et puis je me demandais, vous à l'université, c'est quoi, comment est-ce que vous travaillez avec les agriculteurs dans la région parce que le sol couvert et la maison du sol qui demeure intacte, c'est le fondement de la biodiversité et la philosophie du respect de la maison du sol et donc aussi des basins, des fondés, et tout ça. Comment est-ce que vous avez des liens de communication avec les agriculteurs? Puis de l'autre côté, j'ai aussi participé à des projets de plantation d'arbres en masse dans différentes régions. Et puis, est-ce que vous avez des liens avec des groupes qui ont des idées comme ça de produire des arbres pour aller les planter dans la région? Très bonne question, je vais la résumer brièvement. La question, c'est de savoir, à l'Université de Sherbrooke, est-ce qu'on a des contacts avec des agriculteurs, des organismes de conservation pour s'assurer que notre sol est de bonne qualité et faire des plantations, grosso modo. Et donc là, moi, aujourd'hui, je parle pas au nom de l'université. Évidemment, ça fait 5 ans que je suis étudiante là, donc j'ai quand même une bonne idée. Mais ce que je vais dire, c'est basé uniquement sur mes connaissances personnelles. Alors, si jamais, je parle pas ici au nom de l'université, mais je sais, pour avoir parlé avec des gens qu'à l'université, notre qualité de sol est quand même faible avec toutes les modifications qui ont été faites dans le passé. Et donc, clairement, ça fait partie de mes actions aussi de proposer de faire une vraie analyse de notre sol puis de voir comment on peut la rendre meilleure. On utilise notre compost qu'on met dessus, on essaie de le rendre meilleur. Mais effectivement, le sol est la base pour tout ce qui pousse dessus. Mais on a quand même des contacts à l'université, notamment avec Rêve Nourricier, qui est un organisme à Sherbrooke en agriculture. Puis on a des contacts avec des organismes de conservation comme Nature Canton de l'Est, Corridor Appalachien, que j'ai contacté dans le cadre de mon essai. Donc plusieurs organismes de conservation, mais du côté d'agriculteurs, vraiment, là, pas à ma connaissance, mais clairement, quand on va être rendu à créer un peu toute pièce des écosystèmes, il va falloir parler avec beaucoup de monde pour bien le faire, puis pas avoir à le faire dans 10 ans. Puis je vais certainement passer aux agriculteurs à ce moment-là. Ça va être tout parce que c'est fini, je pense. Merci Elisa. Donc, je pense qu'ici on passe une soirée très agréable entre nous, mais... Quoi? Excusez-moi. Pardon, on est distrait. Mais je pense que si on est venu aujourd'hui, c'est parce que la question est vraiment très importante. L'environnement, ça peut nous tenir à cœur et c'est important pour notre vie. Donc, faire ce type d'événement, merci d'historique de faire ça. Et voilà. Donc, les gens qui travaillent sur ce type de sujet sont vraiment importants. Ils vont nous servir pour notre avenir, pour tout. Donc, merci. Merci pour votre travail. On va finir la soirée avec Gabriel Bézina. Donc, il est détenteur d'un PhD, donc d'un doctorat en génie mécanique et professionnel de recherche AWS. Ah voilà. Donc, une petite description, ne va pas trop loin, et il va nous parler sur les nouvelles technologies d'émissions négatives. C'est possible? Ok. Donc, c'est de retirer du CO2 directement de l'atmosphère. Donc, voilà, c'est à toi.
Merci. Bonjour tout le monde. Fait que je rappelle, Gabriel Bézina, je suis professionnel de recherche à l'Université de Sherbrooke. Je représente le projet SkyRenew, qui est chapeauché par le professeur Martin Brouillette et 8 autres étudiants. Donc, moi, je viens aujourd'hui en tant que représentant du groupe. Donc, nous, notre projet, c'est faire des émissions négatives. On va dire pourquoi on veut faire ça. OK. Fait que, un peu tout le monde est au courant des problématiques des changements climatiques. Souvent, le monde a la misère à visualiser c'est quoi. En fin de compte, au Canada, chaque citoyen représente environ 300 kg de gaz à effet de serre par semaine. Donc, en fin de compte, c'est comme si moi, chaque semaine, je produis des gaz à effet de serre, 300 kg, je mettrais ça liquide, je mettrais ça dans une poubelle, à la fin de la semaine, je vais mettre ça au bord de la rue, j'ouvre la poubelle, ça disparaît. Donc, en fin de compte, à chaque semaine, chaque citoyen du Canada amène une poubelle de CO2 liquide. C'est un déchet. Puis, en fin de compte, il disparaît dans un dépotoir qui est l'atmosphère. Donc, à la fin de l'année, chaque citoyen représente environ 50 poubelles de CO2 liquide. Donc, disons que moi, ma femme et 2 enfants, on devrait prendre nos poubelles, les gérer chez nous, on aurait 200 poubelles. Ça ne rentre même pas chez nous. Donc, à chaque année, année après année, chaque citoyen, c'est environ les émissions par Canadien moyenne. On s'entend, il y a des Canadiens qui ne sont pas tous pareils. Il y en a qui polluent plus que d'autres. Mais en moyenne, c'est environ beaucoup. Donc, le problème, c'est qu'on pollue beaucoup, puis on doit réduire ces émissions-là. Puis en fait, il y a l'accord de Paris, puis on veut réduire les émissions. Donc, en ce moment, on est sur la ligne en haut, qui est la ligne noire, puis sans changement actuellement, on est à l'ordre de 50 milliards de tonnes de CO2 par année. Donc, on dit CO2, mais c'est des gaz à effet de serre en CO2 équivalent. Donc, on va dire CO2 pour simplifier. Puis là, on doit réduire ça. Là, l'accord de Paris, on dit on va réduire les émissions. On va prendre la ligne en rouge pour descendre et réduire nos émissions pour arriver à en donner une carboneutralité ou du moins stopper les changements climatiques. Fait que là, on va faire plein de choses. On va réduire les émissions en mettant les énergies propres, on va réduire les émissions fossiles, on va faire de la biodiversité, on va prendre des vélos, on va faire plein de bonnes actions pour l'environnement. Le problème, c'est qu'il va y avoir encore des émissions qu'on va émettre. Entre autres, à cause du transport, à cause de certains modes d'agriculture. On ne peut pas tout éliminer. Donc, en fin de compte, si on veut atteindre un jour la carboneutralité, il va falloir avoir des modes d'émissions négatives. En fin de compte, en bleu, on représente le nombre d'émissions négatives qu'on devrait obtenir pour pouvoir obtenir une carboneutralité et éviter des dérèglements climatiques à très grande échelle. Là-dedans, il y a planter des arbres, il y a d'autres méthodes de carboneutralité. Nous, on propose une technologie qui est la capture de CO2 directement de l'air. C'est une des technologies possibles. En fin de compte, qu'est-ce qu'on propose? C'est un type de machine où on fait passer beaucoup d'air avec pas beaucoup de CO2. On parle de 0,04%, 400 ppm environ, qui rend notre machine. Notre machine, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on capte le CO2 de la machine et on retire l'air propre. En fin de compte, on fait passer beaucoup d'air dans notre machine, puis on sort de l'air propre sans CO2, puis on concentre le CO2. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer le CO2 du dépotoir atmosphérique pour le mettre dans un autre dépotoir ou faire de quoi de plus intelligent environ. Qu'est-ce qu'on fait en soi? On prend un matériau scientifique. Là, on représente ça comme une éponge. On prend notre éponge, puis on fait passer beaucoup d'air dessus. Puis l'air, en fin de compte, l'éponge très scientifique a des matériaux particuliers dessus, plein de pores. En fin de compte, le CO2 va s'accrocher sur notre éponge. Une fois qu'on a saturé notre éponge, qu'est-ce qu'on fait? On la change à un nouveau réacteur, à une certaine place, puis qu'est-ce qu'on fait? On l'essore. On retire le CO2 de l'éponge en faisant passer de la vapeur très chaude. Très chaude, on parle de vapeur saturée à 100 degrés Celsius, qui permet de retirer le CO2 de l'éponge et le concentrer. Puis une fois qu'on a le CO2 concentré, on le retire de l'atmosphère, on peut faire de quoi avec. Hors de grandeur, notre machine qu'on propose, c'est une machine qui est comme l'équivalent de 4 containers de 20 pieds des containers standards de 20 pieds. C'est des petits containers, 20 pieds, pas les grands containers, c'est des demi-containers, dans lesquels on est capable de retirer 1000 tonnes de CO2 par année avec ces machines-là. Fait que 1000 tonnes, ça représente comme 3300 poubelles de CO2 liquide par année. Fait que chaque année, on retire ça de l'atmosphère avec ce type de machine-là. C'est beaucoup de poubelles, là, fait que, il faut des dépotoirs pour ça. On va pas... faut trouver de quoi faire avec ce CO2-là. En réalité, la triste nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de marché à ce CO2-là pour faire de quoi d'utile à cette ampleur de volume-là.
Fait que les gens, souvent, ils veulent savoir à quoi ça représente en arbre, là. Fait que 1000 tonnes de CO2, une forêt en très, très bonne qualité, super diversifiée, serait de l'ordre de environ 65 hectares pour capturer 1000 tonnes. 65 hectares, c'est très diversifié comme forêt, qui n'aurait pas de perte de feuilles d'arbres en hiver, un bon sol, bonne humidité. Fait qu'en fin de compte, là, on voit en ce moment le Mont Bellevue. Ça représente qu'une machine peut capturer autant de CO2 que 65 hectares de forêt très performante. Fait que là, on voit le Mont Bellevue, le campus de l'Université Laval. Ça représente ça environ une machine. Fait qu'une machine, ça rentre sur un petit point, là, une maison. Là. Fait que notre machine, c'est grosse comme une maison, qui représente le volume du Mont Bellevue qu'on voit. Après, on a vu, on a beaucoup de CO2, il faut faire de quoi avec, il faut le mettre dans un autre dépotoir, puis en fait, compte, personne ne veut qu'on envoie du CO2 chez lui. Une des solutions qu'on propose, nous, c'est faire de la minéralisation. On prend des résidus miniers, des résidus industriels, dans lesquels il y a toutes sortes d'oxydes de métaux, puis on prend ces oxydes de métaux-là pour faire des carbonates. Qu'est-ce qu'on prend? On prend différents métaux industriels, des rejets industriels, pour faire de l'économie circulaire, pour prendre ces rejets-là, puis le combiner avec le CO2 pour faire un autre déchet, mais un déchet stable. Là, le carbonate, c'est la structure la plus stable du CO2, c'est le carbonate. Ça va rester stable pendant des millions d'années. Donc, on veut faire ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on prend des rejets miniers ou industriels, on les met dans un gros blender qu'on fait brasser, qu'on réduit en poudre le minerai, qu'on met du CO2 en forme aqueuse, du CO2 avec de l'eau, on fait réagir ça, puis après, on sort un résidu qui est stable, qu'on peut mettre dans un dépotoir, mais qui n'est pas l'atmosphère, qui est soit le sol ou un résidu pour faire des bateaux de construction. Au Québec, on a un lourd passé minier qui a travaillé beaucoup dans l'amiante. Puis on a au Québec plus de 800 millions de tonnes d'amiante ou de résidus amiantés qui sont un gros problème parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Il y a des problèmes environnementaux à cet matériau-là, on ne sait pas quoi faire avec, puis on en a beaucoup. Et les résidus amiantés, c'est beaucoup de magnésium. En réalité, c'est environ 40% massif de magnésium. Puis nous, on dit, si on prend ces résidus miniers-là, on les fait réagir avec du CO2, on peut convertir ces résidus amiantés-là en résidus amiantés avec carbonate pour pouvoir séquestrer de l'ordre de 200 millions de tonnes de CO2. Actuellement, au Québec, les émissions annuelles, c'est d'ordre de 80 millions de tonnes pour l'ensemble du Québec. Là, on ne dit pas qu'on va capturer le Québec au complet, mais il y a beaucoup de CO2 qu'on peut séquestrer avec des tonnes d'amiante. Puis le monde qui ont jamais été dans les vallées amiantées, là, aller à Ted Mines ou à Val-des-Sources, anciennement à Asbestos, c'est des montagnes. C'est des montagnes qui sont cachées en dessous du gazon ou des forêts, là, mais c'est réellement des montagnes de déchets miniers. Et pour faire ça, ben, ça prend beaucoup d'énergie. C'est un peu le bémol de la technologie, ça prend de l'énergie, mais au Québec, on est la place dans le monde où on a le plus d'énergie propre et pas chère. En fin de compte, il n'y a pas de meilleure place au monde de développer ce type de technologie-là, ou du moins de démontrer sa viabilité à grande échelle qu'au Québec. C'est une bonne place stratégique de faire ça au Québec. Il y a des partenariats possibles à faire. Et en fin de compte, tous nos compétiteurs sont un peu jaloux de notre situation au Québec. Ils voudraient avoir l'abondance de l'énergie, déjà carboneutre quasiment pour l'énergie, et abondante et pas chère. En fin de compte, ce projet-là que je vous présente, ben, il a été sélectionné par la fondation d'Elon Musk pour le X-Prize, qui a donné un prix pour valoriser des startups technologiques, pour démarrer des projets technologiques où on pourrait faire des émissions négatives. Puis avec notre équipe qu'on voit en haut, ben, on a gagné un petit prix-là. En ce moment, on continue dans la phase de développement pour voir est-ce que la viabilité de ce type de technologie-là à grande échelle. En fin de compte, on espère se rendre assez loin dans la compétition ou du moins dans le start-up technologique de ça pour voir où on va se rendre. On ne sait pas où va aller ce marché-là, mais c'est un très gros marché à venir. Parce qu'en réalité, on n'a pas le choix de faire des émissions négatives à gauche, à droite. On a un problème à gérer. Puis ça, c'est une des technologies dans le portfolio des technologies à mettre en œuvre. Donc, en fin de compte, à retenir, en ce moment, avec la situation des gaz à effet de serre, la capture de CO2 va être nécessaire pour compenser certaines émissions qu'on ne peut pas annuler. On a un gros problème de matériaux amiantés. On peut les revaloriser en utilisant notre CO2 qu'on peut capturer de l'air. Puis le Québec, c'est une des meilleures places pour capturer ce CO2-là à l'échelle planétaire. En fin de compte, c'est un peu le portfolio de pourquoi on est là et pourquoi on veut croire notre technologie. Avant de compléter, j'aimerais remercier Bistro Brain, Québec, leur partenaire, la GEG et Rexus et tous les autres partenaires aussi. Merci.
Merci Gabriel, en plus tu fais mon travail de remercier tout le monde. Hey, salut Gab. Ma question est la suivante. Je me demande qu'est-ce qui pourrait être le plus grand obstacle à l'adoption de ces technologies-là du captage du carbone, autant pour votre projet ou pour les technologies en général? Donc, le défi, en réalité, la question, c'est le défi au déploiement de ce type de technologie-là. Le défi, c'est avoir beaucoup d'énergie propre. Donc, en ce moment, le déploiement, ici, on est favorisé au Québec de déployer ce type de technologie-là, mais ailleurs, il faudrait éviter que ce déploiement de ce type de technologie-là vienne à ralentir la transition énergétique. Il ne faut pas que l'énergie propre soit utilisée pour capter du CO2, il faut que soit utilisée premièrement à éviter des énergies fossiles, puis après, quand tu as plus d'énergie, comme au Québec, d'utiliser intelligemment cette énergie-là, donc les émissions négatives. Ça prend, premièrement, on doit réduire les émissions des énergies fossiles, puis le surplus d'énergie, l'utiliser intelligemment. Oh, j'ai une micro-question. Votre filtre j'ai fait en quoi, first? Puis, quand vous le videz, quand vous le squeezez dans le fond, est-ce qu'il peut être remis en place? Tu peux commencer avec ces deux micro-questions. OK. La question, c'est quoi le matériau intelligent de l'éponge? La réponse simple, c'est un secret industriel. Plus détaillé, c'est un matériau à base d'oxyde de silicium mésoporeux, dans lequel on greffe un polymère dessus. Ce polymère-là a une affinité avec le CO2, puis en fin de compte, on est capable d'utiliser ce matériau-là sur une durée de plus de 10 000 cycles. Donc, le but, c'est ce matériau-là, on le cycle avec de la vapeur pour le régénérer, on peut faire ça environ 10 000 cycles par année. Donc, la durée de vie du matériau, c'est environ 1 an, dans lequel il se dégrade, puis après, on peut renettoyer l'éponge pour la refonctionnaliser. La question, c'est est-ce que vous avez tout simplement pensé à une technologie qu'on peut stocker ce CO2-là, tout ce déchet-là, on se parle directement dans nos sols en sachant que nos plantes, que nos arbres ont besoin de ce CO2-là? La réponse est oui, on a pensé à ces technologies-là. La question, c'est est-ce qu'on peut faire de quoi avec ce CO2 stocké qu'on capte? En réalité, il y a plein de projets qu'on peut faire. Pour le stocker dans le sol, c'est un peu difficile parce qu'en fin de compte, c'est un gaz qui va dans l'atmosphère. Donc, en ce moment, dans les différents projets qu'on peut faire, on peut soit ensemencer des serres pour augmenter leur croissance. Donc, tous les serres du Québec, mais en ce moment, ils ensemencent déjà en injectant du gaz, du CO2 dans les serres pour augmenter la croissance. C'est une des façons de le faire. Sinon, dans ça, c'est très, très difficile parce qu'il faut avoir des matériaux qui vont éviter de se vaporiser en forme de gaz. Donc, il faut le convertir avant dans la biomasse. Sinon, au Québec, le stocker dans le sol, directement sur phase liquide, il n'y a pas d'acceptabilité du tout au Québec. Ces projets ont été abandonnés déjà. C'est pour ça qu'on cherche d'autres technologies que le stockage géologique. Oui, la question est un peu dans mes autres idées. Au final, c'est de savoir, comme là, vous avez parlé du matériau de l'éponge, mais je me dis que vous avez fait des analyses de cycle de vie sur les différents matériaux qui sont utilisés. Puis si tu veux encore remettre ça en CO2 équivalent, mais jusqu'où votre étude de cycle de vie s'est poussée? Si on prend en considération le stockage aussi dans l'amiante, puis l'utilisation qui peut être en fait après, tout ça va augmenter le calcul, puis va vous donner un rendement final. Mais c'est jusqu'où vous êtes allé, puis c'est ça. À quel point ça peut être efficace, puis dans le cas où on n'est pas au Québec, quelle technologie nous permettrait de production d'énergie arriver à un seuil d'efficacité intéressante? Okay. La question, c'est quoi l'analyse de cycle de vie de ce système-là? En ce moment, l'analyse de cycle de vie de la technologie qu'on a faite au Québec, c'est environ 10 de réémission. Donc, pour capturer 1000 tonnes net, en réalité, on a capturé 1100 tonnes, parce qu'il y a comme 10 des émis par produire de l'acier, produire des matériaux, etc. Donc, au Québec, c'est environ 10 de réémission, à cause qu'on a de l'énergie propre. À l'extérieur du Québec, où on aurait les pires scénarios, où on serait des énergies fossiles à 100 ben, la réémission, c'est de l'ordre de 50 Donc, en ce moment, c'est pas viable de faire ça dans les où tu n'as pas d'énergie propre. De toute façon, il n'y a aucun compétiteur qui va faire ça dans les places sans énergie propre. En fait, on décarbonise l'énergie, puis après, on déploie des énergies à émissions négatives. Puis le calcul est fait jusqu'au stockage. Oui. Le calcul est fait pour la partie capture et séquestration dans les usines à grande échelle. Alors, le rapport de l'IPCC cette année a démontré comme une liste de toutes les solutions pour réduire le CO2 par année qu'on avait. Il y avait les technologies
séquestration de carbone, un peu comme là, mais il était classé vraiment dans les pires parce qu'il était cher, parce qu'il n'était pas productif. Mais là, tu as apporté le point que je n'avais pas pensé, que justement, on a l'énergie au Québec qui peut changer peut-être cette situation au Québec. Ma question, c'est ce genre de projet-là, est-ce que c'est plus dans l'idée de quand on va atteindre la carboneutralité, on va vouloir réduire le carbone dans l'atmosphère, que là, ça va être utile, mais présentement, on ne l'utilise pas pour atténuer les changements présentement? Non. Effectivement, la question, c'est où la partie des émissions négatives dans l'ensemble du portfolio des solutions à prêt en œuvre, hein, et un peu pourquoi que dans le GIEC, ils utilisent cette émission-là, est un peu mis de côté. Mais la raison pourquoi ils sont mis de côté, c'est parce que, accepter le Québec, ils n'ont pas d'énergie propre. Donc, c'est pas une bonne idée de prendre cette énergie-là si tu n'as pas d'énergie propre. Une fois que tu as de l'énergie propre, tu peux utiliser ça pour compenser tes émissions. Le but, c'est pas atténuer les changements climatiques en disant on émet, on va capturer. C'est compenser qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'atténuer, dont les vols d'avion, par exemple, et les transports longue distance. Ces émissions-là qu'on ne sera pas capable d'atténuer, il faut qu'on trouve des façons alternatives. Puis dans les solutions alternatives, il y a les technologies d'émissions négatives, planter des forêts, énergie biomasse et capture directement de l'atmosphère. Merci tout le monde. Merci Gabriel.